Bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Aujourd'hui, on va parler de cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate fait peur. Il est responsable à peu près de 8000 décès par an en France chaque année. Et on compte un peu plus de 60 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an en France chaque année. C'est donc un sujet d'importance. Et pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser autour de cette maladie, très fréquente donc, on s'est réunis à plusieurs. Le professeur Alexandre Delataille, qui est le chef de service d'urologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Pierre, qui est un patient qui a vécu cette épreuve du cancer de la prostate et qui pourra nous donner son témoignage. Et moi-même, qui suis urologue, François Desgrandchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors, Pierre, comment est-ce que vous êtes rentré dans cette maladie du cancer de la prostate? Comment vous avez su? Comment tout a commencé? Eh bien, depuis un certain nombre d'années, je faisais des contrôles réguliers de PSA. Et un jour, mon médecin, voyant l'évolution du taux de PSA, a pris son téléphone, a téléphoné directement au professeur Delataille pour pouvoir consulter et voir exactement ce qui se passait. Alors, professeur Delataille, c'est quoi le PSA? Le PSA, c'est une protéine qui est sécrétée par la prostate et qui peut, dans certaines circonstances, être détectable par une prise de sang et pouvoir indiquer des pathologies survenant sur la prostate. Alors il y a 3 types de pathologies qui peuvent faire monter ce taux de PSA et donc inquiéter les cliniciens. Il y a le cancer de la prostate, il y a l'augmentation de taille de la prostate, donc l'adénome de prostate, et puis il y a l'infection de la glande prostatique. Alors autant il est aisé de diagnostiquer un patient qui a une infection urinaire et une prostatite, autant il est plus difficile de différencier simplement par l'élévation du taux de PSA ou par les autres examens qu'on peut obtenir un cancer de la prostate d'un adénome de la prostate, d'où la nécessité d'aller vers des biopsies de la prostate et vers un avis spécialisé. Avant d'aller plus loin dans le diagnostic parfois difficile entre adénome et cancer, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut faire le dosage du PSA? Il faut être un garçon, bien sûr, puisque les femmes n'ont pas de prostate, donc pas de cancer. Mais quand on est un homme, quand on est un garçon, à partir de quel âge et quel est le rythme est-ce qu'il faut toujours faire des dosages de PSA? Alors, le cancer de la prostate est un cancer qui est d'évolution lente. Et donc, il faut s'intéresser à des patients qui ont une espérance de vie longue, dans laquelle ils peuvent avoir un impact sur l'espérance de vie de ce cancer de la prostate. Donc on s'intéresse à des patients qui ont entre 50 et 70-75 ans, qui ont une espérance de vie de plus de 15 ans. Il y a 2 facteurs particuliers qui peuvent prédisposer au cancer de la prostate. Ce sont les populations afro-antillaises et les patients qui ont dans leur famille un cancer de prostate chez un oncle, un père, un cousin ou un neveu. Pierre, il y a des cancers dans votre famille de la prostate? À ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler de prostate dans la famille, et pourtant nous sommes une famille très nombreuse, et personne n'a fait état de... Il peut s'agir de cancer de la prostate du côté du père, mais également du côté de la mère. Il ne faut pas penser que ça se transmet simplement par le sexe mâle. Hein. Dans la famille de votre mère non plus, il n'y avait pas de cancer de la prostate. Et vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Et vous avez commencé quand votre premier taux de PSA? Alors, avant de, si vous voulez, de parler du taux de PSA, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose le jour où j'ai eu des difficultés pour uriner. Et là, j'ai été voir mon médecin qui m'a demandé de faire des contrôles. Oh, j'avais peut-être 52 ans. Il faut quand même rassurer les gens qui peuvent nous écouter parce qu'il n'est pas fréquent que le cancer de la prostate donne des signes. Et même la plupart du temps en France maintenant, le cancer est diagnostiqué simplement sur une prise de sang presque systématique. C'est rare maintenant que les patients qui ont des cancers de la prostate aient des symptômes, des douleurs, du sang. Absolument. La majorité des cancers de prostate qu'on diagnostique actuellement, c'est lié à une évolution du taux de PSA. PSA fait dans le cadre du dépistage ou chez des patients qui viennent pour des difficultés pour uriner. Parce que pour admettre des difficultés pour uriner quand on a un cancer de la prostate, il faudrait imaginer que la tumeur soit déjà très grosse. Et je crois savoir que ce n'est pas votre cas. Donc ces 2 pathologies qui sont associées, l'adénome et le cancer, et simplement l'alerte vous a été donnée parce que vous avez des petits signes urinaires. Mais en principe, pour le cancer très débutant de la prostate, il n'y a pas vraiment de signes. Et votre taux de PSA était comment le tout premier? Oh, je n'ai pas de souvenir. Mais il était déjà un tout petit peu plus haut que la normale. On dit qu'il y a un bon test à faire actuellement, c'est pour l'homme qui a juste 50 ans. Un taux de PSA à la cinquantaine permet de savoir si on est à risque ou pas ultérieurement de développer ou non un cancer de la prostate. C'est ce que vous pensez également? Oui, c'est ce qui est recommandé aussi. C'est-à-dire un PSA inférieur à 1 à 50 ans
protège pas, mais indique en tout cas que le risque est extrêmement faible de développer un cancer de la prostate. Et si ce n'est pas le cas, il faut répéter régulièrement les dosages ou on est tranquille pour combien d'années? Non, il faut régulièrement faire le taux de PSA de façon annuelle, associé à l'examen clinique de la prostate, le fameux toucher rectal. Est-ce que le toucher rectal est indispensable? On vous l'a fait tout au départ, le toucher rectal? Non. Il a été fait uniquement par l'urologue. Lorsque je suis venu... Pas par le médecin généraliste. Oui, donc parce que ce n'est pas toujours si facile que ça à interpréter le toucher rectal. Donc c'est souvent préférable de le faire par un spécialiste. Oui. Voilà, donc vous êtes allé en consultation avec un taux de PSA un peu anormal, des petits troubles urinaires, pour rencontrer Alexandre Delataille. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, Pierre présentait une évaluation du taux de PSA. Il était jeune. À l'époque, c'était il y a 2 ans, et il n'avait aucun antécédent particulier, et donc on pouvait prédire on lui prédit en tout cas une espérance de vie la plus longue possible. Donc pour voir si cette élévation du taux de PSA qui de mémoire était aux alentours de 6, savoir si c'était lié à son adénome de prostate ou s'il y avait un cancer de la prostate, on a fait des biopsies de sa prostate. Est-ce qu'on est obligé vraiment toujours de faire des biopsies d'emblée? Parce que la radiologie a fait d'énormes progrès. L'IRM en particulier permet de voir à peu près 90% des tumeurs. Alors est-ce que dans ces conditions, ça vaut toujours le coup de biopsier tout le monde ou est-ce qu'il faut biopsier que si on voit quelque chose? Alors c'est un grand débat dans notre discipline, mais en tout cas, la preuve du cancer de la prostate est donnée par la biopsie. Et on ne peut pas faire un diagnostic de cancer de la prostate sur une évaluation simple du PSA, sur une anomalie à l'IRM. Il faut aller vers l'histologie. Bien sûr, sur la biopsie. Ouais. Comment s'est passée la biopsie? Parce que ce n'est pas si agréable que ça d'avoir une biopsie. Vous l'avez bien toléré? C'est pas agréable. Pas agréable, mais tolérable. Mais ça fait pas mal. Et vous n'avez pas eu de Ce qui est le plus désagréable, après c'est après tout le sang que vous avez. Donc il y a un petit peu d'hygiène à avoir. Il y a un petit peu de sang dans les urines, dans le sperme, dans le sel. Vous n'avez pas eu de problème d'infection? Non, pas du tout. Parce que, professeur Delataille, les biopsies peuvent être dangereuses. Il y a des cas graves d'infection prostatique malgré la prévention par antibiotiques. C'est absolument. Ce que vous confirmez. Il y a en effet un risque d'infection parce qu'on va avec une aiguille dans la prostate, donc on peut toujours amener un germe dans la glande prostatique, mais pour diminuer ce risque, on donne une antibiothérapie en couverture pendant ce geste, et puis on demande aux patients de faire un lavement, ce qui permet d'évacuer les sels, parce qu'on va passer par voie transrectale pour aller examiner la prostate et avoir donc il y a toute une préparation avant les biopsies. Donc il y a une préparation. Après, si on regarde d'un point de vue statistique, en effet, le risque d'avoir une infection sévère de la prostate est d'environ 1 à 2% dans les littératures. Donc c'est faible, mais on prévient le patient. On dit, si jamais vous avez de la fièvre après les biopsies, il faut revenir en urgence tout voir. Ça a été fait. D'accord. Et le cancer de la prostate, est-ce que c'est une maladie bien définie et unique? Ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer que c'est tout un éventail de maladies différentes, avec des maladies plus ou moins dangereuses? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut savoir si un cancer de la prostate que l'on trouve chez Pierre, chez Jean, chez qui que ce soit d'autre, a un potentiel dangereux ou au contraire est une maladie pas trop dangereuse? Alors, le cancer de la prostate est un gros problème ou un gros sujet de débat dans notre spécialité parce qu'en effet, il y a des patients qui vont vivre avec leur cancer de la prostate et décéder avec leur cancer de la prostate et d'autres patients qui, au contraire, vont avoir leur espérance de vie modifiée par la présence de ce cancer de la prostate. Donc, on a différents examens ou en tout cas analyses qui permettent de différencier 3 types de cancers de la prostate. Les cancers qui sont très débutants, qui sont liés et sont associés à des PSA qui sont faibles, inférieurs à 10, des scores de Gleason qui est un petit peu l'agressivité du cancer qu'on peut voir sous microscope, qui est à ce moment-là de score de sur Gleason la biopsie. 6, sur la biopsie. C'est le résultat de la biopsie qui nous dit ça. Ensuite, on a les cancers qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qui vont progresser, mais dans un temps qui est un laps de temps de 5 à 15 ans. Et puis, on a les cancers qui sont graves, liés à un PSA qui est très élevé, au-delà de 20 nanogrammes par ml, des Gleason qui sont de 8, 9, 10 au niveau de la pièce opératoire. Et ça, c'est des cancers qu'il faut absolument prendre en charge très rapidement et qui vont nécessiter plusieurs lignes de traitement, souvent pour essayer de contrôler la maladie. Donc, une fois qu'on a le diagnostic du cancer, le diagnostic de son agressivité, on peut au mieux adapter le traitement. Vous avez été traité comment, Pierre? Il n'y a pas eu 36 solutions. Le professeur m'a dit ou vous vivez avec ou on vous opère. Donc, j'ai choisi l'opération sans hésiter. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre avec, justement, encore une fois? C'est parce que ce sont des tumeurs qui sont peu agressives. Dans certains cas, ou dans la majorité des cas... Donc vous aviez une tumeur peu agressive. Elle était encore dans l'enveloppe de la prostate, elle n'était pas passée. Donc on pouvait prendre un risque d'attendre, mais le risque c'était que la tumeur passe la poche de la prostate et ensuite c'est beaucoup plus compliqué pour l'enlever. Moi je n'ai pas voulu prendre de risque. En plus le professeur m'avait rassuré sur le fait que étant jeune,
j'aurai beaucoup moins de séquelles On va y venir sur les séquelles, malheureusement, voilà, qui font toute la limite qu'en des attendant. traitements, oui. Donc j'ai fait confiance et sans hésiter, je me suis fait opérer. Très bien. Et quelles sont les autres possibilités de traiter un cancer de la prostate? Donc on a entendu Pierre qui nous a dit on peut ne rien faire. Bon. On peut surveiller, il ne faut pas dire C'est rien surveiller, faire on peut parce que surveiller. c'est une surveillance qui est active, Et si- dans laquelle il faut voilà. répéter le PSA, répéter les biopsies, donc c'est Et pas si ça c'est bouge, pas on complètement bouge et anodin. il n'est jamais trop tard pour bien faire. En fait, c'est ça, la surveillance active. Exactement. On peut opérer les gens. Oui. Il y a d'autres possibilités de traitement. Oui, il y a d'autres possibilités de traitement. On peut mettre en place un traitement par radiothérapie, que ce soit une radiothérapie externe ou des grains radioactifs qu'on place dans la prostate, qu'on appelle la curithérapie. Ensuite, donc ça, on est dans les cadres de cancers qui sont localisés au niveau de la prostate. Il faudra aussi qu'on parle des cancers qui sont plus importants, découverts plus tard, pour lesquels il faut alors faire appel à l'hormonothérapie, c'est-à-dire modifier un petit peu le taux de testostérone pour modifier l'évolution du cancer de la prostate. Et il y a également des choses un peu innovantes, mais on pourra peut-être en parler plus tard, qui sont les ultrasons, le froid, le chaud. Il y a eu beaucoup de tentatives d'alternatives au traitement, mais finalement, les 3 techniques de référence, c'est celles qui ont été citées, c'est en dehors de la surveillance, pour traiter correctement un cancer de la prostate sérieux. Oui. Il y a la chirurgie, où on enlève la prostate, et les vésicules séminales, l'irradiation externe, et puis la curithérapie. Absolument. Et si on discute des traitements, ils sont tous efficaces et on guérit de plus en plus le cancer de la prostate en France, et la mortalité par cancer de la prostate en France et dans le monde a diminué, donc les traitements sont efficaces. Malheureusement, ils comportent quelques séquelles. Donc apparemment, vous avez passé ces épreuves sans trop de difficultés, mais vous pouvez nous raconter un peu quelles ont été vos inquiétudes une fois opéré sur le retour des fonctions? Alors, il y a la fonction déjà incontinence. Fonction urinaire. La fonction urinaire, c'est-à-dire la peur de ne plus pouvoir fermer complètement le robinet. La peur d'avoir des fuites. Pour être clair, d'avoir des fuites, c'est pas très agréable, ça c'est une première peur. Et ça fait d'autant plus peur qu'une fois que vous êtes opéré, pendant quelques jours, vous avez des fuites. Mais ça s'est bien passé. Le temps que tout se rééquilibre. Voilà, au bout de 2-3 semaines, ça disparaissait pratiquement complètement. En fait, si on veut s'arrêter sur les fuites, le risque de fuite existe, mais c'est plus vraiment une grosse limite au traitement. C'est moins de 10% des hommes. Oui, il faut toujours prévenir le patient qui va avoir des fuites urinaires, parce qu'après l'intervention chirurgicale, il y a des fuites. On est obligé de porter des protections, dans la très grande majorité des cas. C'est comme ça que ça se passe, quelques semaines. Et pour le moment, ça diminue. Et c'est vrai quand on regarde les patients opérés 1 an après, on les revoit et on s'aperçoit que la continence est récupérée dans 90 à 95% des cas. Donc c'est un problème immédiat, gênant, parce qu'on est obligé de remettre des protections, des couches, il faut dire les termes, mais qui évolue bien avec le temps et puis avec la rééducation, avec un kinésithérapeute s'il y a besoin. Et donc l'autre inquiétude, évidemment, la prostate étant un carrefour urinaire et sexuel, c'est l'inquiétude sexuelle. Ça c'était inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on se pose toujours la question de savoir comment on va pouvoir avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Il se trouve que dans mon cas, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais plus comme quand j'avais 25 ans, bien sûr. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne sans médicaments. Donc je ne prends pas la pilule bleue. Donc les érections, quand vous dites ça fonctionne, les érections sont là, le désir est préservé, bien évidemment. Le désir, il est plus... Les érections sont là. Plus fréquent que... L'orgasme est souvent ressenti comme différent par les hommes après prostatectomie radicale. Est-ce que c'est aussi votre expérience? Écoutez, comme c'est plus difficile d'être dans cette situation, vous prenez beaucoup plus de temps pour vous préparer et vous profitez beaucoup plus. Une sexualité plus aboutie, plus riche. Voilà, à la limite, vous retrouvez d'une manière différente le désir que vous aviez quand vous étiez plus jeune, mais avec une fonction quand même diminuée. Mais le plaisir de la préparation est beaucoup plus important qu'à la limite le plaisir de l'orgasme lui-même. Mais alors, si la chirurgie peut donner quelques séquelles, on a vu les séquelles urinaires très peu. Moins de 10%, et plus les patients sont jeunes, moins ils sont affectés. Les séquelles sexuelles, globalement, c'est à peu près un tiers des patients qui ont une impuissance, mais qui dépendent également de l'âge des gens, de la motivation pour la vie sexuelle et de la technique chirurgicale qu'on peut utiliser, si la tumeur est grosse ou pas. Ça, c'est pour la chirurgie. Les autres techniques... Juste avant sur la chirurgie, parce que c'est vrai qu'on a un cas avec Pierre dans lequel vraiment tout s'est bien passé. On a un résultat complet et satisfaisant, et c'est ce qu'on a dans plus de 70% des cas quand on utilise des chirurgies telles qu'on fait à l'hôpital Henri Mondor. Il faut bien préciser qu'on ne peut pas faire ça chez tous les patients.
et qu'il y a des patients qui ont des cancers plus importants, dans lesquels la chirurgie va être plus large et donc plus délabrante, et pour lesquels on va avoir des troubles de la sexualité plus importants. Alors, il ne faut pas dire que la sexualité s'arrête avec l'intervention chirurgicale, en fait, elle est modifiée. C'est-à-dire que pour obtenir une érection, il faudra utiliser un médicament. Vous avez parlé de la pilule bleue, mais il y a d'autres médicaments qui sont encore plus puissants que la pilule bleue, qui se présentent sous forme d'injection et qui permettent de retrouver une certaine érection. Voilà. Qu'en est-il avec les autres techniques? L'irradiation, qui peut être une alternative à la chirurgie, n'est pas non plus dénuée de séquelles. Non, parce que là encore, on s'intéresse à la prostate, qui est le carrefour entre des voies urinaires et des voies génitales, et puis la prostate participe à la production de sperme. Et donc le fait d'aller brûler cette prostate par la radiothérapie, ça va entraîner des séquelles. Ça va bien sûr avoir une diminution du volume éjaculaire, mais sur le moyen terme, on va avoir une diminution de la qualité de l'érection. Donc la chirurgie, c'est assez brutal, et puis ça récupère progressivement derrière. La radiothérapie, eh bien, c'est sur quelques années, quelques mois, quelques années. Les nerfs étant collés à la prostate, voilà, sont brûlés par les rayons absolument. aussi. Et les troubles de l'érection apparaissent de façon plus progressive. Donc il faut vraiment avoir un suivi sur 2, 3, 4 ans pour commencer à avoir le patient qui revient et qui dit mais voilà, ça marche moins bien. La radiothérapie donne également des problèmes que ne donne pas la chirurgie, qui sont des problèmes rectaux, puisque le rectum est juste derrière la prostate, peut être dans le champ des rayons, et ça peut provoquer des faux besoins d'aller à la selle, du sang dans les selles. Donc globalement, la qualité de vie après radiothérapie est abîmée un peu par les problèmes rectaux et sexuels, et la qualité de vie après la chirurgie est, elle, un peu aussi abîmée par un petit peu les problèmes urinaires et les fonctions sexuelles. Donc les séquelles sexuelles, c'est le cœur en fait des séquelles possibles des traitements du cancer de la prostate, qui reste très efficace néanmoins. La curithérapie, on peut en dire quelques mots, donc ces grains radioactifs dans la prostate, quand le cancer est très localisé. Oui, alors c'est des cancers qui sont localisés, avec là encore certains critères qui sont fixes. Tout le monde ne peut pas avoir de la curithérapie. On s'aperçoit que cette technique est efficace pour contrôler le cancer et a moins d'effets secondaires en termes de troubles de l'érection ou d'irritation de la vessie et du rectum, comme tu en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le cancer localisé. On parle de cancer localisé lorsque, comme vous l'avez dit Pierre, le cancer ne dépasse pas la capsule de la prostate, donc les limites de la prostate. Donc là, on voit que pour ces cancers, certains peuvent être surveillés de façon active, d'autres traités, et que les traitements, on a vu la chirurgie, les rayons externes ou la curithérapie. Mais lorsqu'on découvre malheureusement le cancer à un stade un peu plus tardif, quand le cancer est toujours localisé, il n'y a pas de métastase, mais il s'est développé au-delà de la prostate, quelles sont les ressources thérapeutiques ? Dans ce cadre-là, il faut s'orienter vers une association de traitement, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir une seule ligne de traitement qui va guérir ou traiter de façon définitive. Il va falloir associer les traitements. Qu'est-ce qu'on peut associer comme traitement ? Eh bien, on peut débuter par exemple par une chirurgie, puis après, en fonction des résultats de la pièce opératoire, s'orienter vers une association avec des rayons. Et éventuellement, en complément, donc on peut associer chirurgie et rayons dans le traitement du cancer quand le cancer est un petit peu développé, commence déjà à être gros. Et souvent, on associe aussi des hormones dont on parlera dans la... Alors, les hormones, justement, les hormones, c'est pour les métastases. En quoi ça consiste cette hormonothérapie pour le cancer de la prostate ? Alors, comme on dit tout à l'heure, la prostate, c'est un organe qui est uniquement chez l'homme et qui dépend totalement de la testostérone. C'est-à-dire que si on abaisse le taux de testostérone chez un homme, on observe que la prostate fond. On doit cette découverte à Charles Huggins, qui s'était intéressé à l'adénome du chien. Et s'est aperçu qu'en castrant les chiens, les chiens avaient une réduction très importante de leur prostate et donc ne décédaient plus d'anurie et d'insuffisance rénale liée à cet adénome de prostate. Et donc ensuite, il s'est intéressé aux patients qui avaient un cancer de prostate diagnostiqué souvent à l'époque à un stade métastatique. Il s'est aperçu qu'en castrant les hommes, chirurgicalement, eh bien, il observait une amélioration des symptômes, c'est-à-dire moins de douleur, et puis une meilleure évolution de ce cancer de la prostate. Donc en fait, le traitement hormonal est en fait un traitement anti-hormonal, puisqu'on bloque la testostérone. Absolument, c'est un faux terme. C'est vrai qu'on dit traitement hormonal, on a l'impression qu'on va vous rajouter des hormones. Quelque chose, en fait, au contraire, on soustrait. On soustrait, on baisse le taux de testostérone. Et on permet, grâce à cela, de détruire 90% des cellules qui vont mourir d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus ce facteur de croissance numéro 1. Il y a par contre 10% des cellules qui vont être capables de survivre de façon plus lente, mais qui vont être responsables de l'évolution du cancer de la prostate par la suite. Donc, l'hormonothérapie ne peut pas, à elle seule, traiter ou guérir un cancer de la prostate. Ça peut être une aide avec les rayons, une aide avec la chirurgie, ou un moment dans la vie d'un patient où la tumeur sera contrôlée par l'hormonothérapie. Mais si l'hormonothérapie ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on peut avoir comme recours ? Alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent en médecine et il y a récemment des nouveaux médicaments qui sont sortis et qui sont disponibles pour traiter cette phase où le cancer continue à progresser malgré
le blocage des On appelle androgènes. la phase d'échappement. La phase d'échappement ou de résistance à la Ou de castration. résistance. Donc on a des médicaments qui se présentent sous forme de comprimés ou des traitements qui sont plus importants qui se passent par En chimiothérapie. injection. En injection. chimiothérapie Absolument. directe. Voilà. Quelles sont les avancées que l'on peut espérer dans les années qui viennent dans ce domaine du cancer de la prostate? Alors on a un gros challenge à relever, nous urologues et tous les médecins qui s'occupent du cancer de la prostate, c'est de pouvoir mieux identifier le cancer qui va avoir un impact sur l'espérance de vie du patient, des patients et des cancers qu'il faut simplement surveiller. Donc on a beaucoup de recherches sur ce domaine-là, que ce soit de la recherche au niveau de biomarqueurs, au niveau des urines et du sang des patients, on a des recherches au niveau de l'imagerie, comme l'IRM, comme le PET scan. Et donc on avance avec beaucoup d'études de front pour essayer bien d'identifier les patients qu'il faut traiter. Parce qu'on a vu que traiter un patient, ça a quand même des conséquences. Et ça peut avoir des conséquences qui impactent fortement la qualité de vie du patient. Donc il faut vraiment bien sélectionner les patients. Mieux connaître la maladie pour mieux traiter les patients. Absolument. Et un petit mot de conclusion, alors Pierre, et puis après le professeur Alexandre Delataille. La conclusion de toute cette aventure, ce serait quoi? Vous conseillez à vos proches, à vos amis, à votre entourage de faire ce dépistage, ou au contraire, passer à travers tout ça vous fait dire qu'il vaut mieux l'éviter? Non. Moi, je pense qu'il faut être sérieux avec son corps. On n'a pas le droit de jouer avec. Et là, en France, actuellement, on a la chance d'avoir une médecine qui est à un niveau très important. Il faut profiter de ce que l'on a. Il faut absolument consulter et à partir d'un certain âge, vérifier si tout va bien. Et surtout, c'est mon avis, il ne faut pas hésiter à aller dans les mains, à se mettre dans les mains d'un professeur pour se faire opérer, s'il faut se faire opérer. Il faut faire confiance. Aujourd'hui, les techniques sont tellement avancées, que ce soit mécanique ou que ce soit manuel, qu'il ne faut pas hésiter. On y gagne ensuite pour le reste de sa vie parce que c'est un problème évacué. On passe à un autre problème. S'il y en a, mais au moins celui-là, il est évacué, on n'y pense plus. Donc c'est très bien, vous êtes guéri. Donc, et tout va bien de ce point de vue-là. Je n'y pense plus. Très bien. C'est réglé. Et professeur Delataille, alors un mot de conclusion sur Oui, je pense que le cancer de la cette prostate, c'est un cancer qui, comme on l'a dit, a une incidence importante, donc touche beaucoup de personnes. Il est toujours responsable de 8000 décès par an, donc il faut s'en occuper. Il ne faut pas hésiter à faire de la médecine préventive et d'aller consulter son médecin, un généraliste, voire l'urologue, lorsqu'il y a une suspicion de cancer de la prostate. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, diagnostiquer un cancer de la prostate, ce n'est pas forcément le traiter. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent mais je ne vais pas aller vers un diagnostic parce que forcément je vais me retrouver opéré ou traité par des rayons ou autre et je vais avoir des conséquences sur ma vie sexuelle ou ma vie tout simple. Et donc je vais freiner un petit peu de ce côté-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille beaucoup pour essayer justement de bien identifier le cancer qui a un impact sur l'espérance de vie du patient. Très bien. Je vous remercie beaucoup, c'était très clair. Donc, pour résumer un peu cette réunion, on peut dire que le cancer de la prostate, j'espère, après cette discussion, doit faire un petit peu moins peur. D'abord, pour le trouver, il faut aller le chercher. On ne soigne bien que les gens que quand on sait ce qu'ils ont. Le cancer de la prostate, on ne peut le guérir facilement que quand il n'a aucun signe. Donc il faut toujours dépister, le PSA reste utile. Et on vous a bien entendu tous les deux nous dire qu'il y a des cancers différents, il y a des cancers qui ne tueront pas et que l'on peut simplement surveiller, et les cancers qui, eux, sont dangereux, peuvent être traités soit par la chirurgie, soit par les rayons, et on peut les guérir. Donc il n'y a aucune raison d'être craintif vis-à-vis du cancer de la prostate. Ouais. Il faut aborder ce sujet en face, avec un dosage de PSA, faire comme vous l'avez fait, suivre le médecin généraliste, puis après l'urologue qui trouve la solution et qui vous guérit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Beaucoup.